On a tous déjà eu cette impression, non? Que tout est toujours urgent. Cette sensation de courir en permanence au travail, où le mot urgent est collé sur absolument tous les dossiers. Et on finit par se demander, est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on est juste mal organisé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue? C'est une question que je pense beaucoup de monde se pose. Et c'est justement le sujet qu'on va creuser aujourd'hui. On s'appuie sur un article vraiment passionnant de Pierre Fraser, qui est linguiste et sociologue. L'article s'appelle « Travailler vite, travailler mal, le prix caché de l'urgence ». Et c'est paru dans la revue Sociologie visuelle. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment cette culture de l'urgence a tout transformé. Et surtout de voir les conséquences qu'on ne voit pas toujours, sur la qualité de ce qu'on produit. Et sur nous, tout simplement. C'est un sujet essentiel. Pour démarrer, l'article part d'un constat qui m'a tout de suite frappé. C'est l'opposition entre l'urgence d'avant et celle de maintenant. Autrefois, l'urgence, c'était l'exception. C'était un moment critique, rare, un peu héroïque même. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. C'est devenu le cadre normal du travail. L'urgence n'interrompt plus le travail en fait. Elle est le travail. C'est un point de départ absolument fondamental. Et ce que l'article de Fraser montre très bien, c'est que ce n'est pas juste une question de pression. Il va plus loin. Il analyse l'urgence comme un véritable, je cite, mode de gouvernement. Attends, mode de gouvernement, ça sonne un peu fort, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce n'est plus la qualité du travail ou son but qui compte le plus, non. Le critère qui prime sur tout le reste, c'est la capacité à faire rentrer une tâche dans une case de temps. Le délai, qui est souvent d'ailleurs complètement abstrait et déconnecté de la réalité du terrain, ce délai devient la mesure de tout. Ah oui, d'accord, le quand a écrasé le quoi et le comment. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. La question n'est plus est-ce que c'est bien fait, mais est-ce que c'est fait à temps. Et cette logique, elle s'infiltre absolument partout, dans les évaluations, les projets, notre façon même de penser notre métier. Et j'imagine que ça a des conséquences directes. L'article utilise une expression très marquante. Il parle de travail abîmé. Ça m'a interpellé parce que c'est plus que le burn-out. Ce n'est pas seulement un travail qui épuise, c'est un travail qui est endommagé, quoi. Oui, le concept de travail abîmé est central. C'est un travail qui a perdu son sens, sa substance. Quand la hâte devient la règle, tout ce qui fait la richesse d'un métier, le temps de réfléchir, le jugement pro, l'attention aux détails, la fierté du travail bien fait, Tout ça saute. tout ça est éliminé. C'est vu comme du temps perdu, un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Ça me rappelle une fois où j'ai dû boucler un rapport hyper important en quelques heures à peine. En le relisant, je ne me reconnaissais même pas dans ce que j'avais écrit. C'était techniquement correct, mais c'était mécanique, sans nuance. C'était un travail, oui, c'est le mot, abîmé. C'est une illustration parfaite. Et l'article va même plus loin. Il dit que la hâte transforme l'éthique professionnelle en variable d'ajustement. On ne fait plus bien, on fait au mieux dans les contraintes, et au mieux, ça veut souvent dire au moins mal. Et le pire, c'est la culpabilisation derrière. Exactement. C'est le plus pervers du système. Quand ça ne marche pas, quand le résultat n'est pas bon, l'échec est renvoyé à l'individu. Vous n'avez pas été assez efficace, vous avez mal géré vos priorités. Alors que Fraser démontre très bien que la cause est structurelle. C'est le système lui-même qui produit ce travail abîmé. Mais est-ce que ce n'est pas un peu extrême? On peut quand même travailler vite et bien des fois, non? Où est la limite? Bien sûr, la nuance est importante. L'article ne diabolise pas toute forme de vitesse. La limite est franchie quand la cadence est imposée de l'extérieur, de manière rigide, sans discussion, et surtout quand elle devient permanente. Une saine productivité, ça laisse de la place à l'autonomie, à l'ajustement. Le travail abîmé, lui, il naît d'un rythme qui ne tolère aucune respiration. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point ce modèle s'est répandu. On l'associe à l'usine, au travail à la chaîne, mais l'article montre bien que ça a contaminé tous les secteurs. Absolument tous. La logistique, bien sûr, mais aussi la santé, l'administration, la recherche, l'enseignement. Partout, on voit ces indicateurs, ces process qui imposent des rythmes standardisés. Et la contrainte est toujours individuelle. C'est à chacun de tenir la cadence. Il n'y a plus de débat collectif sur ce qu'est un rythme de travail juste. C'est comme une négation de la réalité du terrain, en fait. C'est exactement le point que soulève la critique de l'ergonomie, que l'article utilise très bien. Les ergonomes nous le disent depuis des décennies. Il y a toujours un écart entre le travail prescrit, ce qui est dans les procédures, et le travail réel. Le travail réel, c'est celui avec les imprévus, les pannes, les ajustements, bref, l'intelligence des gens.
Et toute cette culture de l'urgence, elle vise à faire comme si cet écart n'existait pas. Elle veut imposer un temps comptable, un temps homogène, qui est aveugle à la complexité du réel. Un déni de la réalité du travail. Et certains penseurs vont même encore plus loin. L'article cite André Gorz, qui lui radicalise le diagnostic. L'accélération n'est pas un accident. C'est le moteur du capitalisme productiviste. L'urgence n'est pas là pour produire mieux, elle est là pour produire plus, plus vite et maintenir les profits. Et dans cette logique, l'urgence devient, paradoxalement, synonyme de gaspillage. C'est contre-intuitif ça. Urgence et gaspillage. Et pourtant, c'est un gaspillage de compétences, parce qu'on n'a plus le temps de bien les utiliser, un gaspillage de ressources, parce que faire vite, c'est souvent mal faire et devoir recommencer, et au final, c'est un gaspillage de temps de vie. Et le point le plus fort, je trouve, c'est que l'article relie directement cette accélération sociale à la crise écologique. Ah oui. Oui, produire et consommer à un rythme effréné, c'est épuiser les ressources, générer des déchets. La crise écologique serait en quelque sorte la manifestation physique matérielle de notre rapport frénétique au temps. Du coup, la solution pour Gorz, ce n'était pas juste de travailler moins, c'était de repenser tout notre rapport au temps, de vivre autrement le temps, ce qui implique un débat collectif de quoi on a vraiment besoin, comment on organise notre vie ensemble. C'est une perspective beaucoup plus large. On parle beaucoup du travail visible, celui du bureau, de l'usine. Mais l'article ouvre une autre porte, super intéressante, sur le travail qu'on ne voit pas, en s'appuyant sur la philosophe Hannah Arendt. Oui, et cette distinction est cruciale. Arendt fait la différence entre l'œuvre, ce qu'on fabrique, qui a un début et une fin, comme une table ou un livre, et le labeur. Le labeur, c'est le travail de la vie elle-même. C'est le travail de reproduction. Nettoyer, nourrir, soigner, s'occuper des autres. C'est un travail cyclique qui ne s'arrête jamais. On fait la vaisselle aujourd'hui, il faudra la refaire demain. Et dans ce labeur, l'urgence est d'une nature complètement différente. Complètement. L'urgence du labeur n'est pas dictée par un manager, mais par un besoin vital. On ne peut pas remettre à plus tard le repas d'un bébé qui a faim. Et là, l'article souligne une injustice criante. C'est ce travail-là, le plus souvent invisibilisé et fait par les femmes, qui est le plus dévalorisé. Toute notre vie moderne repose souvent sur le fait de déléguer ce labeur à d'autres, souvent des travailleurs précaires, dont on ne reconnaît ni le travail ni l'urgence. Leur urgence à eux est constante, mais socialement invisible. C'est ça. Et c'est là que ça devient un peu inconfortable. Parce que l'article nous renvoie la balle. On n'est pas seulement des travailleurs pressés. On est aussi, en tant que consommateurs, ceux qui pressent les autres. C'est le point qui boucle l'analyse et c'est peut-être le plus dérangeant. Chaque fois qu'on exige une livraison pour le lendemain matin, une réponse immédiate à un mail tard le soir, un service client dispo 24/27, on alimente directement cette machine de la généraliser. La pression qu'on subit au travail, on la répercute sur d'autres. Parfois sans même y penser. Souvent sans y penser. La frontière entre production et consommation s'efface complètement. On est les deux faces de la même pièce. Travailleurs pressés et consommateurs pressants. Et à force de vouloir tout de suite, on finit par intérioriser cette norme. L'article finit là-dessus, sur l'idée qu'on se presse nous-mêmes, même quand personne ne nous le demande. L'impatience devient une seconde nature. Donc, si on résume un peu, ce qui est vraiment puissant, c'est de réaliser que cette course permanente, ce n'est pas un accident, c'est le système lui-même. Et ça ne fait pas que nous épuiser, ça abîme le sens de ce qu'on fait. Et le plus troublant, c'est qu'on participe tous un peu à la machine, à chaque clic sur livraison express. Absolument. La conclusion de Pierre Frazé est claire. L'urgence, ce n'est pas un problème d'organisation personnelle qu'on va régler avec une meilleure application de to-do list. C'est le symptôme d'un rapport collectif au temps qui est profondément déséquilibré. Du coup, ralentir, ce n'est pas juste un slogan de développement personnel, c'est un enjeu politique, un enjeu de société. Il s'agit de se demander collectivement qu'est-ce qui a vraiment de la valeur et qu'est-ce qui mérite qu'on y consacre du temps. Du vrai temps. Et pour finir, pour prolonger la réflexion, l'article se termine sur cette idée de rendre le temps et le travail à nouveau habitables. Je trouve ça très beau. Et ça laisse une question en suspens, pour nous tous. Puisque cette culture de l'urgence nous force à sacrifier constamment quelque chose, la qualité, notre bien-être, le sens. Quelle serait la toute première chose qu'on pourrait décider, ensemble, d'arrêter de sacrifier sur l'autel de la vitesse ?